Alors bonjour Elise, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Spotcast. C'est le podcast du Spot. On explore les grandes tendances et les transformations du retail. Et aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant. C'est retail média et data. Pour en parler, j'ai le plaisir de t'accueillir, Elise Ophel. Alors tu es média directeur de Showroom Privé et tu vas nous expliquer comment les enseignes et les marques peuvent transformer leurs données en véritable levier de rentabilité. Alors d'abord, bonjour à tous. Merci à ceux qui ont fait l'effort de se lever ce matin. Moi, je suis média directeur dans une enseigne et c'est pas forcément un poste très courant. Mon travail, c'est de gérer les investissements marketing, donc tous les flux de revenus extérieurs et aussi les revenus intérieurs, donc d'avoir des vases communicants pour essayer de transformer les coûts marketing en centre de profit. Et pour une plateforme comme Showroom Privé, donc moi, je travaille au niveau du groupe, donc c'est Showroom Privé, Beauté Privée, et on est actionnaire à 51% de The Braderie. La donnée client, elle est clé, parce que dans notre modèle économique et e-commerce, on est un site de vente flash, donc on a 100% de notre trafic logué. On demande aux gens de s'inscrire pour pouvoir accéder à notre centre commercial et notre outlet digital. Et par conséquent, avant même qu'ils aient effectué un achat, je sais qui ils sont, je sais où ils habitent. Et je fais aussi de la personnalisation à froid à l'inscription. Je leur demande ce qu'ils aiment, je leur demande où ils vivent, je leur demande de combien de personnes est composé le foyer. Et dès lors, je collecte des données qui vont me servir de différentes façons ensuite dans la vie de Showroom Privé ou de Beauté Privée. C'est quoi les différents types de données que tu collectes, qui existent, qu'on peut utiliser ? Alors, encore une fois, on a la chance d'être dans un environnement logué. J'ai conscience qu'en e-commerce, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, on collecte des données CRM, donc des informations sur nos clients et nos membres. Pour vendre ces données, on a besoin d'opérer des chantiers technico-légaux au sein des marques et des enseignes qui sont d'envergure. Il faut pas se dire dans 3 mois, je vends ma donnée, c'est facile. J'ajoute une ligne positive à mon PNL et du coup, j'ai du flex sur mon budget. Non. Et en fait, c'est pas si simple de faire ça manuellement. Il faut quand même des équipes d'experts et puis s'accompagner de partenaires qui savent le faire d'un point de vue technologique. D'ailleurs, je ne suis pas là pour faire leur publicité, mais il y a des gens très bien qui sont là aujourd'hui, qui sont là depuis hier sur le spot. Tout le monde ne peut pas revendre de la donnée. Il faut un minimum de quantité pour que ces données elles soient exploitables en digital et même en magasin physique. Donc il nous faut du volume, parce qu'on a toujours de la déperdition, ce qu'on appelle dans la publicité le reach. On a toujours un reach qui n'est pas à hauteur de sa donnée, qui peut être dégradé dans le meilleur des cas de 30-40%. Les chantiers légaux, donc la conformité, on ne joue pas du tout avec les législations et avec les informations clients. Je pense que on a tous entendu des histoires de jeunes filles qui cachaient leur grossesse et qui reçoivent des Pampers en échantillon à la maison. Ça existe vraiment. Et ça, on n'a pas le droit de le faire. Sans consentement, on touche pas à la donnée client. Et puis du volume, en avoir de façon assez conséquente pour en tirer quelque chose, parce que aujourd'hui, la data, c'est peut-être le premier levier digital qui est acheté par les grands partenaires médias, par les top annonceurs du monde. Donc, ils vont être soit des très très grandes marques, des très grandes enseignes, des constructeurs automobiles, Procter & Gamble, ou alors les agences médias, qui en achètent aussi énormément pour leurs clients et vraiment at scale. Donc, il faut quand même avoir un certain volume pour pouvoir avoir des clés de différenciation et créer une valeur différenciante versus Amazon qui vend sa donnée, Le Bon Coin qui vend sa donnée, qui sont des énormes carrefours d'audience. Donc, l'idée, c'est de l'organiser pour une enseigne et de prouver quels sont les points de différenciation pour la valoriser à sa juste hauteur. Parce que finalement, la connaissance client aujourd'hui, moi j'en suis intimement convaincue, c'est le nerf de la guerre, marketing, UX et aussi à des fins de monétisation. C'est des choses qui ont énormément de valeur. Alors comment, toi, chez Showroom Privé, tu monétises la data ? Est-ce que tu le fais en propre ? Est-ce que tu travailles avec un partenaire ? Comment ça se passe ? Alors c'est une très bonne question.
Déjà, je veux dire on ne fait pas que monétiser la data. Il y a de l'activation directe et indirecte. Donc directe pour la revendre à des partenaires, indirecte à des fins marketing. Je pense qu'on utilise tous aujourd'hui activation, réactivation, fidélisation. Ça, c'est très 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 important. Et même si la monétisation, ce n'est pas une ligne dans le PNL immédiate de revenus, parce que l'usage de la donnée dans son activation indirecte nous permet de proposer les bons produits aux bons clients au bon endroit, d'être précis, d'optimiser nos coûts d'acquisition et finalement d'avoir des ROI sur les activations marketing qui sont bien meilleures. Et ça, c'est quand même un profit pour toute entreprise. Donc il faut garder ça, même si au final on dépense un peu de sous, mais derrière on sert énormément, on sert le commerce et on leur permet d'augmenter de la transformation, etc. Ensuite, comment on monétise sa donnée à des partenaires? Eh bien, ça, c'est une grande question. Donc, moi, je travaille pour un pure player. On est 100% e-commerce. Mais il faut savoir que c'est pas un prérequis. On peut avoir des magasins physiques et monétiser sa donnée magasin. D'accord? C'est tout à fait possible. Dès lors qu'on a un programme de fidélité et qu'on est capable d'identifier quels clients se rendent dans notre magasin physique. Il y a aussi des technologies aussi qui nous permettent de comptabiliser du trafic in-store, etc. Donc ça, c'est aussi possible. Comment on fait pour la monétiser? C'est une très bonne question, encore merci. Donc il faut s'aider d'un petit peu de tech, ou alors il faut vraiment avoir une DSI du feu de la mort à l'enseigne qui a un intérêt pour ça. D'accord? Et ça, c'est pas forcément évident. Les services de monétisation chez les enseignes, c'est un peu les cousins oubliés. On nous demande tous de remplir le frigo, mais on mange souvent dans un petit coin de la table et on n'est pas toujours prioritaire sur les chantiers techniques et les différents sprints de la DSI qui se disent mais qu'est-ce qu'elle va faire celle-là avec nos données? Donc il faut s'accompagner de partenaires externes. Donc je peux aussi créer des segments d'audience prédictifs sur un moment de vie d'un consommateur. Donc ça, c'est tout, sur toutes les intentions. Je peux aussi affirmer certaines formes de CSP. Si une personne, en tout cas au regard de showroom privé, j'ai une personne qui achète une doudoune Moncler, même en outlet, et qui achète un voyage aux Maldives, je pars du principe qu'elle peut être CSP+. Donc l'organisation et la segmentation. Parce que finalement, tout le monde vend la même donnée. On pourrait partir du principe que j'achète la donnée du Bon Coin ou d'Amazon, et puis j'achète la donnée de Leclerc, j'ai toute la France. Oui, mais non. Donc l'organiser et arriver à la valoriser sur des segments d'audience qui sont propres à la nature de votre enseigne, à mon sens, c'est clé. Et c'est ce qui fait vraiment le switch dans la différenciation pour des gens qui seraient capables de l'acheter. Comment on la monétise une fois qu'on l'a organisée? Eh ben, soit au gré à gré, parce que on le disait en introduction, c'est le trésor de guerre. Et Picsou, il donne pas les clés du coffre-fort à tout le monde. Et aujourd'hui, il y a très très peu d'enseignes qui rendent ces données accessibles dans ce qu'on appelle les ADEX dans la publicité. Donc c'est les ad exchange, les places de marché où on peut acheter de la donnée en masse. Ben pourquoi? Parce que mon trésor de guerre, si tout le monde se met à l'acheter, il n'a plus de valeur. Donc le gré à gré, c'est aujourd'hui ce qui est opéré dans 90% des cas chez les enseignes. Donc je vais dire Procter & Gamble va acheter de la donnée famille avec enfants jeunes pour vendre une gamme de produits Pampers à Carrefour ou à Leclerc au gré à gré. La deuxième façon, c'est d'industrialiser la vente et justement de sortir du gré à gré. Le gré à gré, c'est bien parce que je protège mon trésor. Contrepartie du gré à gré, c'est beaucoup de travail de production parce qu'à chaque fois, je dois faire une segmentation, l'envoyer moi-même. Donc il faut aussi s'équiper chez l'enseigne d'une équipe qui sait faire ça, d'une équipe de publicitaires ou de traders. L'autre solution, c'est de la vendre en masse à des partenaires publicitaires qui sont capables de créer d'énormes data lakes, d'accord, de les dédupliquer. Donc de dire par exemple, L'Oréal souhaite acheter de la donnée pour sa division grand public à beauté privée, parce qu'on est très dans la cible,
On a beaucoup de clientes qui sont smart shoppeuses, qui vont chez Normal, qui aiment la K-beauty. Mais L'Oréal a déjà sa base de données clients. Donc, on va se servir de très gros prestataires auprès desquels on va envoyer la totalité de nos données, qui vont la dédupliquer avec celle de L'Oréal, et ensuite L'Oréal va dire OK, ça j'achète, et je ne passe même pas par showroom privé, je passe par ce tiers de confiance. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup des tiers de confiance. Je peux en citer quelques-uns si vous voulez. Oui, et je suis pas là pour faire leur promotion, mais The Trade Desk, LiveRamp qui fait très très bien l'onboarding de données offline notamment. Ils sont présents au spot. Hein. Voilà. Et ces gens-là, ils savent très bien faire ça. Et c'est des partenaires avec lesquels on est obligé de donner sa confiance, parce que finalement, scaler la monétisation tout seul chez une enseigne, ben non, parce que c'est pas notre métier. Être une enseigne, c'est vendre de la marchandise. Connaître ses clients, avoir de l'expérience en magasin, mais c'est pas la monétisation. Donc vraiment, le choix des partenaires est très important. Et une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à avoir des sources de revenus qui sont intéressantes à partir du moment où on a un petit peu de volume. La donnée, c'est aussi la donnée CRM, et ça c'est important parce qu'on en parle moins. Là, on parle beaucoup de données transactionnelles, navigationnelles, magasins, ce qui se passe sur le magasin physique ou digital. Mais il y a aussi toutes les données clients CRM qu'on peut revendre intelligemment. Je précise cependant que je connais aujourd'hui aucune enseigne qui vend ces segments de ses top clients fidèles. Ceux-là, on les touche pas. On est d'accord. L'idée, c'est ce que je disais hier. L'idée, c'est que nos clients ne reçoivent pas des SMS 6 fois par jour. Bonjour, êtes-vous chez vous? Par des personnes qui achètent des données, qui en font n'importe quoi. Hein? Parce que forcément, aujourd'hui, les clients, ils font la corrélation entre eux. Tiens, je me suis inscrite chez Temu et je me fais spammer toute la journée. Pour mes parents, c'était pas forcément évident de faire ce lien. Sur la nouvelle génération, ça ne fait aucun doute. Donc on fait attention à ça. Donc nos top clients, on les isole, et aujourd'hui les technologies nous permettent de le faire très très bien. Et pas que, chez Showroom Privé, moi j'isole toutes les personnes que j'ai recrutées à 0,6 mois. Et je nous crée une relation. Nous faisons connaissance, une histoire d'amour. Personne ne vient s'immiscer dans notre histoire pendant un laps de temps. Et ça c'est aussi hyper important. Si je peux vous donner un conseil, faites-le. Empêcher les gens de la monétisation de toucher aux clients que vous venez de recruter, parce qu'on le disait hier très justement, ils coûtent cher. Ils coûtent très cher, ces clients-là. Et puis, il faut leur créer une histoire avec vous. Et c'est pas si évident. Le e-commerce, ça peut être super froid, des produits sur étagère, sur un site e-commerce. Il faut se laisser le temps de leur prouver qu'ils ont bien fait de s'inscrire à une newsletter tous les matins, de venir sur votre app tous les matins. Et cela, faut pas y toucher. Donc ça se fait, mais de façon raisonnée aussi, et on reste un petit peu protectionniste sur les plus beaux bijoux du trésor. Alors tu parlais de PNL, d'EBITDA. En fait, aujourd'hui, les enseignes sont à la recherche d'un levier de croissance, en tout cas de chiffre d'affaires, de rentabilité supplémentaire. On en parlait hier sur un des business talks. La monétisation de cette donnée peut être intéressante, et ça peut représenter combien? T'as des chiffres là-dessus? Très bonne question. Et s'il y a des enseignes aujourd'hui, je vais donner des chiffres qui sont de l'ordre du rêve, mais c'est bien de les connaître. Pour Amazon, ça représente 10% de la GMV. Donc Amazon fait plus de marge sur ses revenus publicitaires que sur la vente de ses produits en propre. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils nous livrent en 24 heures. Hein. Je vous le dis, pour les gens qui font du e-commerce, sinon on gagne pas d'argent en livrant à 24 heures. C'est impossible en France. Mais ils le font à perte parce qu'en fait, ils sont capables d'équilibrer avec la publicité, puis pas que. Hein. Ils ont d'autres services technologiques qui revendent très très bien. Ça peut atteindre 10% de la GMV. Donc pour Fnac Darty, on est dans ces eaux-là aussi. Et c'est pas que la monétisation de la donnée, c'est vraiment tout le retail média au sens large qui permet d'aller atteindre des pourcentages de la GMV en monétisation qui sont très forts. Les enseignes qui arrivent à scaler à ces niveaux-là aujourd'hui, c'est les enseignes de CPG. Donc Walmart, c'est même au-dessus de ça.
ou alors des enseignes comme Amazon qui en fait se sont construits autour du retail média pour référencer leurs produits et qui ont finalement rendu leur plateforme quasi 100% payante pour les marques. Les 2 premières pages de résultats d'Amazon sont toutes sponsorisées. Donc ce sont des enchères de position, tout comme le fait Google dans le référencement. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qu'est le retail média ? Oui. Alors le retail média, c'est un ancêtre qui s'appelle le trade marketing. Le retail média, c'est finalement tous les touchpoints publicitaires qu'on retrouve en magasin physique ou digital. En magasin physique, la tête de gondole, le stop rayon, ce qui sépare les courses sur le tapis, voilà, tout ça, à partir du moment où il y a le logo d'une marque, c'est du retail média parce que dans le parcours client, on va présenter un produit à une marque, à un shopper, en plus de la façon dont on avait organisé le magasin au départ. Ça peut être de la radio, de la télé, des écrans, le DOH notamment. Et tout ça, ça s'appelle le retail média. Donc ça peut passer de la DOH, donc des écrans en magasin, au stop rayon, jusqu'à l'utilisation des données et des formats de produits sponsorisés qu'on retrouve sur Amazon, sur Fnac, sur Darty, sur Leclerc, sur Carrefour, sur Boulanger, sur absolument toute la monarchie du commerce française. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec le retail média aujourd'hui ? Alors, pour faire du retail média et avoir des formats de produits sponsorisés, déjà, il faut avoir un moteur de recherche qui soit bien fait. Et puis, il faut vendre plusieurs marques. Donc, si on est une marque qui ne vend que sa propre marque, qui n'a pas de marketplace, on n'aura pas de produits sponsorisés, on pourra faire de la recommandation de produits, etc. Mais a priori, ça s'arrêtera là, sauf si on a envie de pousser des services additionnels, donc des servuctions, à nos clients, du moyen de paiement, de l'assurance, sur du travel, etc. Et d'ailleurs, il y a certains prestataires ici qui connaissent parfaitement les rouages de comment ça fonctionne. On négocie des contreparties avec ces gens-là qui peuvent être considérés comme du retail média. Sinon, il faut avoir une marketplace. Ça aussi, ça marche très très bien. Les marchands, les sellers, ils ont besoin d'être visibles, donc ils vont payer pour être visibles. Et comme les sellers, ils viennent d'Amazon, pour eux, c'est monnaie courante dans le calcul des ROI. Ils ont déjà anticipé ce qu'ils allaient payer en publicité pour être référencés. C'est devenu une norme complètement. C'est devenu la norme pour tous les sellers qui sont présents en marketplace. Donc, il y a pas qu'Amazon, il y a Rakuten, Boulanger a une marketplace, Decathlon a une marketplace. Donc voilà. Et puis si vraiment on est un site qui vend que ses produits, qu'on n'a pas de marchand, on peut utiliser sa base CRM et les données qu'on collecte en ligne pour avoir des leviers de monétisation. Aujourd'hui, les gens qui arrivent à des niveaux de revenus si forts en retail média sont des gens qui revendent beaucoup de marques. Je crois qu'hier au quiz, d'ailleurs, j'ai perdu. On disait qu'il y avait 80 000 références dans un hyper, c'est ça ? 60. Ah bah voilà, j'ai perdu. Donc 60 000 références dans un hyper. Bon, ça fait beaucoup de fournisseurs qui ont envie d'émerger et qui doivent gagner des parts de marché et des parts de linéaire. Et ces gens-là, en fait, ils vont payer. Ils vont activer du retail média. Parce que l'époque du branding, après le Covid, elle est un peu révolue en marketing et qu'on a envie de se positionner dans un contexte très sain, très affinitaire et très très proche de l'acte d'achat. Donc marketingment parlant, on va se mettre très lower funnel pour faire de la conversion, ce qui a du sens. Et de se dire finalement, où est-ce que je vais vendre mieux mon innovation de yaourt que sur le site de Leclerc ? Peut-être pas sur YouTube, plutôt sur le site de Leclerc, à une cliente qui en achète déjà, je vais lui montrer que j'ai une belle innovation à lui présenter. Voilà. Ok, donc en quelques mots, les marques, elles gagnent quoi avec le retail média ? On va les appeler les annonceurs, du coup. C'est pas un mot vulgaire. Elles gagnent du lift sur leurs ventes. Elles gagnent des parts de marché. Elles gagnent de la visibilité. Et puis elles font du sell-out additionnel. Et c'est quand même ça qu'elles cherchent à faire chez leurs revendeurs.
gagner de la visibilité, c'est aussi important pour des marques qui viennent de se faire référencer, par exemple. Gagner des parts de marché, la guerre à la protection des parts de marché. Moi, j'aime beaucoup, on va dire, certains classicos du commerce. Dyson Roventa. Amusez-vous à vous promener sur Darty, Boulanger et Amazon la semaine du Black Friday. En fait, la part de marché prime avant le ROI. On veut être visible. Donc c'est vraiment la très 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 grosse bagarre entre ces deux marques qui sont prêts à dégrader des coûts d'acquisition de folie pour gagner des points de part de marché dans le futur. Donc il y en a des mercatos comme ça en retail média, ils sont assez visibles quand on sait les identifier. Mais voilà, donc les marques, elles gagnent, elles vendent plus, elles sont plus visibles, elles créent une expérience avec le client, parfois dans un centre commercial où c'est pas évident d'émerger et de se dire, de sortir encore une fois de la proposition d'un produit à froid sur l'étagère et sur showroom privé. Ce qui est important, si je vends demain, voilà, j'ai une marque qui s'appelle Coach, qui est un marchand, donc c'est un seller, ils sont référencés toute l'année sur notre site. Et un sac à froid sur un fond blanc, ça se vend pas pareil que un sac sur un mannequin, peu importe son morphotype, avec un style. On se projette tout à fait différemment. Pareil pour la beauté, les clients, ils ont besoin d'expérience pour s'attacher à une plateforme, pour s'attacher à une marque. Tu parles beaucoup de partenariat marketing entre les enseignes. Comment est-ce que, grâce à la donnée, elles peuvent faire justement ces partenariats marketing et parler ensemble à leurs clients pour les fidéliser? Les partenariats marketing d'enseigne à enseigne, tu veux dire? Ouais, d'enseigne à enseigne, ou en disant typiquement, on a deux, ce que tu me disais en préparant ça, ce qui est hyper important, c'est de proposer le bon produit au bon endroit au bon moment. Et pour ça, soit tu le fais seul ou de gré à gré. Comment aujourd'hui des enseignes différentes, qui sont, j'en sais rien, deux dans le textile, une dans la restauration, peu importe, comment est-ce qu'elles peuvent travailler ensemble intelligemment au service de la donnée, c'est-à-dire sans forcément la monétiser, sans qu'il y ait forcément d'échange marchand, mais qu'il y ait un échange en termes de valeur, de service, de ROI, d'acquisition, de feed. Comment est-ce que tu as un conseil là-dessus? Alors, je pense que dès lors qu'on veut toucher à sa donnée pour faire un petit peu plus que du CRM, pour faire de la fidélisation, de la réactivation, etc., il faut se faire accompagner quand même de technologies qui savent le faire, ou même de petites agences qui sont capables de nous donner des conseils pour le faire intelligemment. Et si on a des ambitions de faire croître sa part de marché e-commerce, je pense qu'il faut franchir le pas, que c'est des coûts bien investis, qu'on arrive à héroïser. Pas immédiatement, donc le CFO peut un peu râler, mais il faut avoir, comme on dit, une vision un peu long-termiste, 6, 12, 1 an, puis même 3 ans. Ouais, c'est combien de temps? C'est entre 1 an et 3 ans? Ouais, c'est des chantiers qui prennent du temps. C'est des chantiers qui peuvent prendre 1 an, et encore une fois, il faut être gentil avec ses collègues, le juridique nous protège. Donc s'ils relisent des contrats et des choses pendant 3 mois, c'est parce qu'ils veulent pas qu'on paye 10% d'amende à la CNIL sur le chiffre d'affaires. Donc il faut être patient avec eux, mais c'est des chantiers qui prennent un peu de temps. Et donc voilà, se faire accompagner soit par des techs, soit par des conseillers juridiques qui savent le faire, je pense que c'est un point très important. Et puis après, à mon sens, il faut être capable de faire tomber un peu ces barrières psychologiques. Donc j'ose espérer qu'on arrivera à avoir des moyens de partager ces données et d'enrichir la connaissance de nos clients, soit en activation directe ou indirecte, comme je le disais au début du podcast, pour travailler plus intelligemment ensemble, et puis aussi avoir une exploitation qui nous permette soit d'avoir des activations plus héroïstes, soit d'arriver à sortir quelques lignes positives sur notre PNL, parce que c'est quand même un marché extrêmement tendu en ce moment, et que toute profitabilité est bonne à prendre whatsoever, qu'on soit dans une situation délicate ou qu'on soit dans une fusée de rentabilité.
Il n'y a pas d'histoire de less is more dans le commerce. Hein. C'est more is more. Voilà. Est-ce que tu as un dernier conseil ou une dernière chose que tu as envie de partager ? Un conseil que je pourrais vous donner, c'est que faut pas avoir peur de ce que ça représente. Ça peut être... Moi, j'ai une casquette un peu à la fois média et marketing. Et souvent, les gens du marketing, ils ont hyper peur de la monétisation parce que ils passent des mois et des mois à essayer de recruter des clients, de les fidéliser, et ils se disent, ah là là, ces gens de la pub, ils vont nous vendre tout et n'importe quoi, puis tout le monde va churner, ça va être un enfer. Donc déjà, il faut créer un work couple entre le média et le marketing, et il faut trouver des intérêts communs. Se protéger et servir les intérêts des uns et des autres, ça c'est très très important. C'est à mon sens le point de réconciliation numéro 1. Et ensuite, faut pas avoir peur parce que tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Affranchissez-vous des principes. Tout le monde le fait. Voilà. Merci Élise. Merci à vous. Merci pour ce partage hyper intéressant. Alors, dans la salle, vous avez peut-être quelques questions. On a des micros à votre disposition. Qui a envie d'en poser une ? Moi, je me pose des questions assez ouvertes, notamment dernièrement entre l'entité data values. Oui. Parce qu'en fait, c'est quand même un mastodonte. Donc Values, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui ne sont pas abonnés à Mindseed ou à LSA, c'est une nouvelle entité qui a été créée par l'AFM, donc l'association Famille Mullier, donc les monarques du retail du Nord, pour se dire finalement on va arrêter d'exploiter nos données en silo, la donnée Decathlon, la donnée Kiabi, la donnée Leroy Merlin, la donnée Auchan, la donnée Boulanger, et on va créer une entité propre au service de la monétisation et du retail média. Et dans le retail média figure la data, on se l'a dit plus tôt. Donc Values a créé un énorme cookie pool, ou data lake comme vous voulez, qui collecte toutes les données des membres de l'AFM qui ont adhéré à Values. C'est-à-dire qu'au même endroit, je peux acheter des données Auchan et des données Boulanger avec une donnée Kiabi, par exemple. Tout le monde n'a pas encore adhéré, mais là, ils sont en train de tous tomber sous Values. Et pour vous donner un ordre d'idée, Values, c'est 300 personnes aujourd'hui pour monétiser les données de l'AFM. 300 personnes. C'est des partenariats avec les top agences du marché, donc ce qu'on appelle les Big Six, Publicis, Omnicom, WPP, etc. C'est des deal trade at scale avec d'énormes contreparties. Et moi, je pense que c'est un super move. Et ils ont fait un deuxième move structurant, c'est qu'ils se sont aussi associés à Intermarché et aux Mousquetaires, donc qui ne font pas partie de la famille, pour rejoindre Values, donc pour venir, encore une fois, enrichir et faire grossir un data lake avec de la donnée CPG et se dire, Auchan plus Intermarché, coucou Leclerc, on va discuter. Parce qu'avant, Auchan tout seul, ils sont partis, mais ça suffisait pas, malheureusement. Donc, c'est une démonstration parfaite, en fait, du poids que la monétisation pèse aujourd'hui dans la stratégie de rentabilité des enseignes, à mon sens, Values. Mais ça s'est pas fait en une journée. Ça fait 4 ans qu'ils travaillent dessus. Et ça fait 2 ans que c'est industrialisé en termes de commercialisation. Donc ça s'est pas fait en une journée. Quel conseil tu pourrais donner à des gens qui ne se sont pas encore suffisamment intéressés à la data ? Le premier conseil que je pourrais donner, honnêtement, c'est d'investir un petit peu. On peut avoir un CRM qui ne s'appelle pas Salesforce et tout de suite dépenser 10 millions d'euros par an, et encore, je suis gentille. Donc on a des solutions alternatives pour se faire appel à des outils qui nous permettent d'avancer. C'est investir aussi en ressources analytiques au sein de l'entreprise. Mais à mon sens, c'est crucial pour y arriver d'avoir au moins une base CRM, ne serait-ce que pour garder un fil de communication clair avec nos clients et surtout précis. Parce que il me semble que vous travaillez pour Aubert. Parce que avant de se dire on va les exploiter, il faut d'abord bien les collecter. Et ça, c'est pas une mince affaire, c'est quand même un travail d'expert de collecter du consentement en 2025.
c'est fini l'Eldorado de on fait ce qu'on veut avec nos données clients, ça n'existe plus. Eh bien, c'est le mot de la fin. Merci à tous. On peut vous applaudir. Merci, Élise.